Et avant de commencer la conférence, je vais vous parler un tout petit peu des organisateurs. Donc les organisateurs, c'est les Young Minds. Oui, pardon. Donc voilà, donc les Young Minds, parce que c'est peut-être la première fois que vous venez à une de nos activités. Donc je vais vite vous expliquer ce qu'on fait. En fait, les Young Minds, c'est un projet européen qui consiste en tout un réseau de sections locales en Europe. Donc il y a à peu près 60 sections Young Minds dans différentes universités, dans à peu près 30 pays d'Europe. Et le but des Young Minds, c'est vraiment de créer un réseau international de chercheurs, de jeunes chercheurs, d'offrir un cadre aux jeunes chercheurs pour s'investir dans la communauté scientifique. Et aussi, un des objectifs, c'est de promouvoir la science et surtout la physique auprès des communautés locales. Et donc plus précisément, à l'UC Louvain, il y a une section qui existe depuis 2019, qui est toujours bien vivante aujourd'hui, avec à peu près une quinzaine de membres, qui sont des doctorants de tous les domaines de la physique à l'UCL. Et on organise plusieurs activités, notamment des séminaires, des tables rondes et des conférences comme celle d'aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par suivre nos futurs projets et nos futures activités, il y a le lien du site internet et le lien de notre page Facebook. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les Young Minds. Je ne vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps. Ce que j'ai à vous dire, c'est que la conférence d'aujourd'hui, elle portera sur le climat, et plus particulièrement sur l'histoire des connaissances en climatologie. Et donc c'est un sujet qui est fort d'actualité. Et on a trouvé, en tout cas au sein des Young Minds, qu'avoir des connaissances sur comment s'est construit les sciences du climat, ça fait partie des choses qui sont intéressantes pour être un citoyen engagé et s'engager dans la transition qui est nécessaire. Et il faut savoir que l'UC Louvain est aussi fortement engagé dans la transition, notamment via son ambitieux plan de transition. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame la professeure Marthe Nissens, qui est prorectrice transition et société à l'UCL, et qui a gentiment accepté de nous dire quelques mots pour ouvrir cette conférence. Donc, merci de l'accueillir, et je vais lui passer la parole. Ah, ok. Merci pour cette invitation. Alors, je suis ni ingénieur, ni économiste, ni climatologue. Et donc, en pensant quelques mots que j'allais dire ce soir, à cette heure-ci, je me suis rappelé les fables de mon enfance, les fables de La Fontaine. Je suis sûre que tous et tous, vous en avez au moins appris une lors de vos études primaires. Et puis, en faisant ça, hier soir, je suis tombée sur une fable qui me semblait en parfaite consonance avec le sujet de ce soir. Permettez-moi de la partager. Voici le titre. Les animaux surpris par la fournaise. Un mâle qui répond la chaleur. Mâle que le ciel en sa fureur inventa pour manifester son manque d'air. La fournaise, car il faut l'appeler par ce nom, capable d'engendrer maintes perturbations, faisait aux animaux la guerre. L'éléphant tint un conseil et dit « Mes chers compères, c'est évident, tout s'accélère. Faites-moi donc confiance, mon enquête est pliée. Jamais le mercure n'a atteint un tel prix. Jamais l'air en gaz carbonique ne s'est trouvé autant chargé. Je crois que le ciel a permis pour nos excès cette infortune. Revoyons donc notre copie afin de préserver notre maison commune. La raison nous apprend qu'en de tels accidents, on fait des pareils dévouements. Ne nous trompons pas donc, point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Sire, dit le renard, vous êtes trop inquiet. Oubliez ces courbes en forme de crosse de hockey. Car de tout temps, sur chaque contrée, le climat a toujours fluctué. L'ours se mêle à la discussion. Pour moi, le goupil a raison. Et quand bien même le globe aurait un peu chaud, qui est donc
trop. Ce soir, on regarde au milieu de deux petits. La fourmi vient à son tour et dit « Nous sommes rikiki, rikiki, rikiki. Quelle arrogance de penser que le climat, nous pouvons changer. » Le corbeau, qui voit tout noir, s'avance vers eux et prend le crachoir. « À quoi bon vouloir encore changer les choses? De toute façon, tout est joué. Rien n'est plus rose. » Ainsi, de palabres en discours, de polémistes en troubadours, se succèdent au chevet de la planète idiotie, mensonge et sornette. Tous les gens beaux-parleurs, jusqu'à l'incompétent, au dire de chacun, étaient les plus sachants. Le pachyderme réapparut. Déni, fatalisme, attentisme, peur, catastrophisme, effondrisme, aucune de ces postures n'apporte le salut. Il leur fit savoir, seule la lucidité était habilitée à les réorienter. La vérité est chose fragile. L'endommager est chose facile. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas Jean de La Fontaine ou l'auteur, mais notre orateur de ce soir, François Massenet, qui a écrit cette fable des hommes dans un tour en exposa à Manon. Vous avez sûrement parlé. Et donc, sans doute que François va dire avec des mots beaucoup plus savants ce qui est écrit dans cette fable, mais il me semble que cette fable dit des choses essentielles. D'abord, elle dit, et c'est important de le dire dans l'université, la vérité est chose fragile. Et je pense qu'il y a beaucoup de physiciens dans la salle, mais pas uniquement, il y en a peut-être d'autres. On sait que la question du climat, en fait, il y a peu de temps qu'on a une certitude scientifique qui a un lien entre le réchauffement climatique et les émissions de CO2. Et donc, il y a eu une communauté scientifique qui a travaillé depuis des décades, des siècles, sur cette question-là. Et donc, vraiment, il faut préserver cette vérité qui est fragile, et il faut la construire. Et maintenant que nous le savons, nous avons une responsabilité majeure à le dire. Mais ça ne suffit pas. Et je voudrais reprendre le dernier paragraphe. Déni, fatalisme, attentisme, peur, catastrophisme, effondrisme, aucune de ces postures n'apporte le salut. Et comme université, bien sûr, nous avons à dire la vérité, mais nous avons aussi à nous engager. Et donc, dans le plan de transition, modestement, c'est ce que nous voulons faire dans l'université, dans l'enseignement, dans la recherche, et aussi dans nos pratiques au quotidien, pour vraiment avoir une parole forte par rapport à cette question de changement climatique. Il y va notre responsabilité. Et donc, je vous invite à consulter le rapport transition, mais surtout à vous y impliquer, parce que bien sûr, on peut avoir des injonctions au niveau de l'institution, du rectorat, mais ce qui fait la communauté universitaire, c'est tout un chacun, tout un chacun. Et donc vraiment, toutes ces initiatives, et dont la conversation, la conférence de ce soir, fait partie de ce mouvement-là, et donc vraiment vous remercier pour cette organisation, et je suis vraiment heureuse d'écouter François Massenet pendant, je ne sais pas, 45 minutes, qui va en fait dire en des mots plus savants ce qu'il a dit dans la table d'avant. Voilà, merci, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, merci beaucoup pour ces mots. Et maintenant, à présent, il va être temps d'accueillir François Massenet. Et donc, je vais rapidement vous expliquer un petit peu qui il est, si jamais vous ne le connaissez pas encore. Donc, François Massenet, c'est un chercheur qualifié FNRS, chargé de cours à temps partiel à l'UC Louvain. Alors, il s'intéresse à la prévision du climat sur des échelles sous-saisonnières à interannuelles, avec un attrait particulier pour les régions polaires. Et il a d'ailleurs récemment bénéficié d'une bourse du Conseil européen pour étudier les variations rapides de la glace, de la banquise arctique. Donc, au-delà de ça, il s'intéresse également aux modèles climatiques et à leur évaluation dans différents contextes, des prévisions saisonnières aux projections à long terme. Il est co-auteur de 70 publications dans des revues scientifiques à comité de lecture et récipient de plusieurs prix et médailles. C'est aussi un vulgarisateur de talent et il apparaît régulièrement sur les ondes de la RTBF, notamment dans l'émission Déclic. Et voilà, donc aujourd'hui, il va nous dresser un panorama de l'évolution des connaissances en climatologie, de la notion de chaleur obscure au concept de jumeau digital.
Donc la présentation va durer entre 45 minutes à peu près. Et ensuite, il y aura un temps pour les questions-réponses. Et ensuite, il y aura un petit drink organisé juste après. Donc voilà, je propose de laisser la parole à François. Merci. Voilà. Merci pour votre accueil. Merci à Marthe pour ces gentils mots qui rappellent des bons moments. Et merci aux Young Minds pour leur invitation, qui me fait extrêmement plaisir. Je voudrais commencer par une petite histoire qui se passe au mois de novembre passé. On avait organisé avec plusieurs universités des nuits climatiques qui étaient une séance sous chapiteau du côté de la place Schumann à Bruxelles, où on a essayé de rassembler un tas d'acteurs de la société civile, des chercheurs, des enseignants, des militants, des membres d'ASBL, autour d'une même question: comment faire en sorte que la transition se passe du mieux possible, comment assurer aussi la diffusion d'informations scientifiques de la façon la plus fidèle possible. Et j'ai été interpellé par une dame de façon assez véhémente, qui vient me trouver et qui me dit vous les scientifiques, vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez toujours pas compris que ce n'est pas en donnant des chiffres, en donnant des images objectives, en donnant des données sèches, des courbes qui montent ou qui descendent. Vous pensez que c'est toujours en faisant comme ça que vous allez arriver à sensibiliser le grand public aux grands enjeux climatiques. Alors je suis un peu tombé de ma chaise parce que d'habitude on entend un peu le contraire. On entend qu'on est catastrophiste ou qu'on en fait trop. Puis en rentrant chez moi, j'ai un peu réfléchi à ce qu'elle disait. Et vous m'entendez bien en fait, hein? Oui. Et je me suis rappelé ce petit dessin qui était paru sur Internet, qui m'avait fait beaucoup rigoler, où on voit deux experts pendant le Covid qui sont devant leur labo. Donc deux experts qui se posent la question de comment est-ce qu'ils pourraient communiquer le plus facilement l'intérêt pour la population de prendre des mesures en réponse à l'épidémie galopante de Covid. Et ils se disent l'un l'autre, mais en fait, on n'a qu'une chose à faire, c'est donner les faits aux gens, juste leur donner la vérité, les faits. Et l'autre moitié du dessin, c'est deux climatologues qui sont à côté et qui se roulent par terre, parce que eux, ça fait 30 ans qu'ils essayent de faire ça et que ça n'a visiblement pas marché. Alors il y a une personne qui résume très très bien, je pense, la situation dans laquelle on se trouve. C'est le philosophe des sciences et physicien Étienne Klein, et qui dit la chose suivante. Aujourd'hui, on a sans doute plus que jamais dans notre histoire, on a énormément de connaissances scientifiques, on a en fait accès à énormément de connaissances scientifiques, on est envahi de données, envahi de chiffres, on peut avoir en 2 clics l'information, si on a envie, sur la vitesse de la lumière, très simple. Et paradoxalement, on est dans une situation où, même si on sait que l'atome existe, où on sait que l'univers est en expansion, où on sait que la Terre est ronde, on sait que le climat est en train de changer, paradoxalement, on est aussi dans une situation où, plus que jamais, on n'est plus capable de dire comment on l'a su. Alors quand j'ai lu ça pour la première fois, en fait je l'ai écouté parce que c'est une vidéo que vous pouvez retrouver dans les dias. Au passage, les dias sont disponibles dans un lien que je vous donnerai à la fin. Quand j'ai entendu Étienne Klein dire ça, j'ai dit là, il a touché un point central. On est comme si on était un peu déraciné de nos savoirs fondamentaux. On sait beaucoup de choses, mais on ne sait plus les relier aux axiomes, aux principes premiers. On est en train d'errer dans un monde de connaissances qui sont en fait devenus ce qu'il appelle des croyances, et c'est par ça qu'il conclut son raisonnement. Et il dit, à partir du moment où vos connaissances scientifiques ne sont plus ancrables dans un terreau, dans des racines que vous pouvez retracer et que vous pouvez réexpliquer, mais vos connaissances scientifiques, aussi belles soient-elles, deviennent des croyances. Et des croyances, ça fait que une connaissance scientifique est alors mise sur le même pied qu'une opinion politique, qu'une croyance religieuse éventuellement, parce qu'on ne sait plus la différencier, vu qu'on ne sait plus la retracer à son origine.
Ça a été le deuxième point de ma réflexion. Alors la troisième personne qui m'a bien aidé dans ma réflexion, c'est Emmanuel Macron. 31 décembre 2022, vous l'avez tous entendu, je pense. Dans son discours, dans ses bons voeux, il dit qui aurait pu prédire l'inflation galopante ainsi générée et qui aurait pu prédire la crise climatique. Alors ça, je pense que ça m'a bien aidé parce que je me suis dit ce serait peut-être l'occasion, vu que Victor m'avait gentiment invité à donner une présentation, ce serait peut-être l'occasion de refaire un petit topo sur ce qu'on sait de l'histoire des sciences climatiques, pour à la fois relier nos connaissances à des grandes découvertes et à la fois pour expliquer à Emmanuel Macron ce qu'on avait pu prédire depuis très longtemps. Alors, je prends des petites précautions quand même. Vous aurez remarqué que je ne suis pas historien, donc c'est la première fois que je me prête à cet exercice de faire un chemin historique des grandes découvertes en climatologie. C'est une histoire qui est à la fois facile et à la fois difficile à raconter. Elle est facile à raconter parce qu'elle est très linéaire. Il n'y a pas dans les découvertes scientifiques liées au climat de grands moments où on a eu des retours en arrière. Il n'y a pas besoin de faire des grands sauts en avant dans le temps ou de revoir complètement le modèle parce que les découvertes ont été finalement assez incrémentales et se sont constituées lentement mais sûrement au fil des décennies, au fil des siècles pour arriver à l'état des connaissances qu'on a aujourd'hui. Mais c'est quand même une histoire qui n'est pas si facile à raconter que ça parce qu'à l'origine, elle émane de disciplines qui sont fortement différentes. Je veux dire la physique, la chimie, la biologie, l'informatique, les maths, la glaciologie. Et donc une manière que j'ai trouvée pour présenter une sorte de logique dans l'histoire, c'est de considérer en fait un axe centré sur les personnes. Je vais parler beaucoup de gens aujourd'hui, de chercheurs, d'une chercheuse, malheureusement il n'y a qu'une femme dans l'histoire, on en reparlera sans doute à la fin aussi, qui ont fait les grandes découvertes en climat et qu'on pourrait catégoriser dans trois grandes classes. D'abord, on a les observateurs, ceux qui regardent le monde autour d'eux. Ensuite, les théoriciens ou les théoriciennes, ceux qui établissent des théories et qui vérifient après coup si leur théorie tient la route. Et pour finir, les expérimentateurs qui passent leur vie dans le labo et qui font des tests pour vérifier si leur théorie colle avec des observations qui font un peu la synthèse des deux. La toute première personne qu'on va rencontrer ce soir, en fait, c'est un peu plus qu'il y a 200 ans, c'est le philosophe Aristote. Aristote qui était donc un grec de l'Antiquité, qui était le disciple de Platon. Et je vous invite, je ne connaissais pas grand-chose sur Aristote d'ailleurs, et j'ai lu un petit bouquin de Luc de Brabander qui est assez remarquable, que je vous invite à consulter, dans lequel il compare la pensée de Platon et la pensée d'Aristote. Et Aristote, il était un peu l'opposé de Platon, dans le sens où Platon, qui était donc le maître d'Aristote, aimait d'abord théoriser les choses et après vérifier si ça fonctionnait. Il partait de l'idée qu'il fallait s'extraire du monde et le regarder de haut. Il avait une vision très conceptuelle du monde qu'il essayait de vérifier par après. Aristote, c'était exactement l'opposé. Aristote était quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Il s'intéressait au monde autour de lui, d'abord en l'observant et en tirant par la suite des conclusions. Et c'est peut-être ça qui a expliqué qu'il a été un des premiers à constater que sur Terre existaient plusieurs types géographiques avec différents climats, ce qu'on appelle actuellement le climat. En particulier, il a défini 3 zones. Une zone frigide que vous trouvez au pôle, en bleu, une zone qu'il avait appelée la zone tempérée, et au niveau de l'équateur, une zone qu'il a appelée la zone torride. Alors à l'époque, on ne savait en théorie pas que la Terre était ronde, donc cette représentation-ci, c'est une représentation qui date de bien après et qui représente que Aristote pensait de la Terre à ce moment-là. La découverte de la rotondité de la Terre, ça date plus ou moins de 100 ans après le moment où Aristote était en opération. Mais peu importe, Aristote a vite compris que le fait qu'on soit dans une zone frigide ou une zone torride ou une zone tempérée dépendait en fait de l'inclinaison de l'étoile polaire par rapport à l'horizontale. Au plus on monte en latitude, au plus l'étoile polaire est verticale sur l'horizon. Et c'est de là qu'est venu vraisemblablement le mot climat, parce que le mot climat en grec ancien contient le mot klein qui veut dire inclinaison, pente, et c'est vraisemblablement cette pente de l'étoile polaire par rapport à l'horizon qui explique le rapprochement qu'on a pu faire entre les différents types de climat et la notion géographique qu'on y attache.
Alors, la vraie première personne dont on va parler aujourd'hui, qui a vraiment fait des avancées majeures dans la compréhension de notre climat tel qu'on le comprend aujourd'hui, c'est sans doute Joseph Fourier. Fourier, c'est un mathématicien et physicien qui est français. Il a vécu une bonne partie de sa vie sous Napoléon. Il a été en fait aussi un homme politique. Et il était préfet de l'Isère, près de Grenoble, où Grenoble est la capitale, le chef-lieu de l'Isère. Et jusqu'au moment où Napoléon était en activité, Joseph Fourier a fait beaucoup de politique, mais quand Napoléon a vu sa carrière décliner et se terminer, il a pu retourner à ses plaisirs d'enfance, c'est-à-dire faire de la physique et des maths. Et Joseph Fourier avait une obsession dans la vie de chercheur, c'était de comprendre comment s'écoulait la chaleur. Il voulait comprendre comment la chaleur se transmettait d'un endroit à un autre, comment est-ce qu'elle passait à travers les murs, comment est-ce qu'elle passait d'un milieu à un autre. Vous connaissez à mon avis sans doute Joseph Fourier pour ses théories de la chaleur dans des milieux solides, la fameuse loi de diffusion de la chaleur avec une conductivité qui multiplie un gradient de température, s'il y a des physiciens parmi nous. Vous connaissez peut-être aussi Joseph Fourier pour cette transformée de Fourier, si vous êtes mathématicien ou ingénieur. Donc c'est la décomposition d'un signal continu en une somme infinie de fonctions élémentaires qui ont chacun une fréquence propre et qui permet notamment de résoudre l'équation de la chaleur. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Fourier a écrit un mémoire où, toujours obsédé par cette idée de chaleur, il a tenté de comprendre comment la chaleur parvenait sur Terre et pourquoi il faisait au final vivable sur Terre. Si vous allez voir ce mémoire qu'il a écrit en 1824 pour la première fois, qui a été publié en 1827, vous allez trouver une phrase qui est assez phénoménale d'intuition, dans laquelle Fourier écrit ceci. Il écrit: c'est ainsi que la température de l'air est augmentée par l'interposition de l'atmosphère, parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air étant à l'état de lumière qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure, la fameuse chaleur obscure du titre de mon exposé. Alors, qu'est-ce qu'il a compris exactement, Fourier ? Il a compris ceci. Il a compris d'abord que l'atmosphère est une couche située entre le sol et l'espace. Jusque-là, rien d'incroyable. Il a compris que l'énergie principale qui apporte l'énergie sur Terre, c'est l'énergie qui vient du Soleil. En fait, l'énergie qui vient de la géothermie est négligeable. Il a compris que l'atmosphère était transparente au rayonnement solaire incident, c'est-à-dire que l'atmosphère finalement ne bloque, pour ainsi dire, aucune partie de l'énergie qui rentre sous forme de rayonnement solaire. Notez que dans ces flèches jaunes, j'ai déjà retiré la partie qui est directement réfléchie vers l'espace en raison de l'albédo de la Terre. Donc on suppose ici qu'on a un rayonnement net déjà défalqué de la partie qui est renvoyée vers l'espace. Il a compris ensuite que cette énergie solaire contribue à faire chauffer le sol, que le sol, en chauffant, commence à émettre sa propre chaleur. Il a compris que cette chaleur n'est pas du tout de la même nature que la chaleur qui rentre dans le système, qu'elle est en fait, elle a des propriétés différentes, et qu'une de ces propriétés, c'est que l'atmosphère en retient une partie, en piège une partie, ce qui fait que, sur le long terme, l'atmosphère doit se réchauffer, doit avoir sa température augmentée pour pouvoir expliquer la situation qu'il observe. Donc les mots sont évidemment un peu approximatifs, il n'y a aucune équation là-dedans, mais il a déjà développé à ce moment-là, en 1824, une intuition qui est, je trouve, assez remarquable. Alors quelques temps plus tard, on a un autre Français qui s'appelle Émile Clapeyron, qui va développer une théorie sur la thermodynamique de l'air. Il va voir sa théorie être confirmée par un Prussien qui s'appelle Rudolf Clausius, et ils vont former ensemble ce qu'on appelle l'équation de Clausius-Clapeyron, que de nouveau les physiciens doivent sans doute connaître. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais cette équation, elle exprime en fait la relation qui existe entre la pression de vapeur saturante d'un côté et la température. La pression de vapeur saturante, c'est la pression maximale que peut avoir de la vapeur d'eau dans un volume donné d'air. Vous savez que l'air est composé de plein de gaz, dont de la vapeur d'eau. Et ce que montre Clapeyron, c'est que
la quantité maximale de vapeur d'eau, la pression maximale de vapeur d'eau qui peut exister dans un volume d'air, elle va augmenter de façon quasi exponentielle avec la température. Et en particulier, à chaque degré ou à chaque Kelvin d'augmentation de la température, vous allez pouvoir stocker 7% de vapeur d'eau en plus dans un volume d'air donné. J'avais envie de pointer cette relation-là parce qu'elle est encore aujourd'hui énormément utilisée lorsqu'on s'intéresse aux extrêmes hydrologiques, notamment aux précipitations, aux inondations. Quand on pose une question à un climatologue, est-ce qu'on va vers plus de tempêtes, est-ce qu'on va vers plus d'orages? Souvent, on ne sait pas répondre parce que ces phénomènes orageux de tempêtes sont extrêmement délicats à modéliser. Ils sont gouvernés par un tas de facteurs qui ont des tendances différentes dans l'avenir. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si une tempête nous frappe dans un monde avec 2 degrés en plus et qu'elle ramène énormément d'eau, elle pourra ramener 14% d'eau en plus qu'une tempête qui passerait aujourd'hui, par cette relation-là, qui est une relation fondamentale de la thermodynamique. Alors on avance un petit peu et on va rester dans le monde des observateurs avec Louis Agassiz qui est un Suisse. Pour l'instant, ces histoires semblent assez déconnectées, mais vous allez voir qu'à un moment, tout ça va harmonieusement converger. Louis Agassiz, c'est donc un Suisse, un naturaliste qui s'intéresse à tout ce qui l'entoure, un peu comme Aristote. Et en se baladant sur un des glaciers des Alpes, il fait une hypothèse, sans doute le premier à faire cette hypothèse. L'hypothèse que les traces qu'il voit, les moraines qu'il voit ici dans la vallée, le fait que cette vallée soit énormément creusée peut avoir été le signe que jadis, cette vallée avait été occupée par un glacier qui descendait beaucoup plus loin que ce qu'il fait actuellement. Et donc il est le premier à imaginer que les glaciers et les glaces en général sont des enregistreurs du climat et sont peut-être la clé pour comprendre les variations climatiques sur de très longues échelles de temps, et que c'est peut-être derrière ça qu'il faudrait se pencher pour théoriser les variations climatiques donc aux longues échelles de temps. Alors, voici la première et la dernière femme de la présentation, malheureusement. C'est l'américaine Eunice Foote. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Eunice Foote. Je ne sais pas, quelqu'un a déjà entendu parler de Eunice Foote ici? Ouais. Voilà. Peut-être que les gens entendent davantage parler de John Tyndall, qui est l'Irlandais qui est souvent crédité pour la découverte que Eunice Foote a réalisée. Et Eunice Foote, elle écrit en 1856 un article qui en fait ne va pas pouvoir être publié simplement parce qu'elle ne va pas pouvoir présenter son article à la conférence américaine à laquelle normalement elle aurait pu aller pour des raisons simplement d'establishment de l'époque. Et donc c'est un homme qui va lire son article à sa place, ironie de l'histoire, et sa découverte va être créditée, comme je l'ai dit, à un autre scientifique, à Tyndall. Mais ce qui m'intéresse avant tout aussi, c'est de comprendre ce qu'elle a fait. Elle se place dans des conditions expérimentales cette fois, donc on va la classer dans la catégorie des expérimentateurs. Elle a une série de cloches à vide dans laquelle elle peut retirer l'air qui se trouve sous la cloche grâce à une pompe à air. Et ce que va faire Eunice Foote, c'est qu'elle va charger la cloche à vide avec différents gaz. Elle va mettre de l'air normal, elle va mettre de l'air qui est saturé en dioxyde de carbone, elle va mettre de l'air qui est saturé en humidité, elle va mettre de l'air extrêmement sec, etc., etc., etc. Elle va mettre toutes ces cloches face aux rayons du soleil à l'extérieur. Elle va prendre la mesure de la température avant, pendant et après pour voir si ces gaz de composition différente vont avoir des propriétés différentes en termes de température. Et le papier que vous voyez devant elle, issu d'un beau dessin dont je n'ai pas pu retrouver l'auteur, je crois que c'est la table qu'on peut retrouver dans son article, qui est lui par ailleurs disponible. Et cette table montre à gauche, dans les 2 colonnes de gauche, la situation pour de l'air classique, et dans les 2 colonnes de droite, la situation pour du gaz carbonique, soit à l'ombre, soit au soleil, pour chacune des sous-colonnes que vous voyez ici. Les températures sont données en degrés Fahrenheit. Et ce que trouve Eunice Foote, c'est que le récipient qui contenait le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, s'est réchauffé beaucoup plus sensiblement que le gaz avec de l'air, et surtout quand on l'a retiré, il a mis beaucoup plus de temps à refroidir. Donc ce qu'a découvert à ce moment-là Eunice Foote, c'est l'effet de serre, tout simplement.
elle a fait une expérience qui a permis de mettre en évidence en laboratoire l'effet de serre, même si elle n'a pas encore pu le quantifier, ou elle l'a quantifié de façon assez sommaire avec des températures. Elle a identifié le CO2, mais aussi la vapeur d'eau, comme des gaz à effet de serre essentiels. Alors voici pour la petite histoire quand même, la photo de John Tyndall, même si, comme je l'ai dit, il ne sait pas clair si il a vraiment fait la découverte de façon complètement indépendante ou s'il était au courant des développements de Unisfood. Quand vous lisez un petit peu, vous pressentez qu'il était peut-être au courant des découvertes de Unisfood et qu'il a peut-être simplement été volé sa découverte. Quoi qu'il en soit, et ça me paraissait intéressant de le souligner, il y a un nom pour le fait que les femmes sont moins créditées que les hommes de découvertes scientifiques, ça s'appelle l'effet Matilda. Et c'est pas uniquement en sciences du climat que vous pouvez l'observer. Lise Meitner, qui est sans doute la première personne qui a découvert la fission nucléaire en 1938, n'a pas été créditée à sa juste valeur. Rosalind Franklin, qui a en fait découvert en 52, soit un an avant Watson et Crick, qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN. Marietta Blow, qui est une physicienne des particules, qui elle aussi a été quelque peu éclipsée pour d'autres raisons aussi, parce que certaines étaient allemandes et que durant la guerre, malheureusement, il y a eu une coupure dans leur recherche. Mais tout ça doit nous rappeler que ce phénomène n'est pas du tout, malheureusement, isolé et qu'on doit faire un maximum pour l'inverser. Alors, on continue dans notre petit chemin et là, on arrive avec deux physiciens que vous connaissez sans doute si vous avez fait de la physique, qui s'appellent Stefan et Boltzmann, qui ont donné ensemble ce qu'on appelle la loi de Stefan-Boltzmann, aux surprises. Stefan, c'est un Slovène, c'est le promoteur de thèse de Ludwig Boltzmann, donc celui de gauche est plus âgé que celui de droite. Celui de gauche, Stefan, a été le premier à de façon expérimentale décrire une relation qui sera après théorisée par le Boltzmann. Et cette relation, elle dit quoi ? Elle dit que n'importe quel corps, sitôt qu'il est porté à une température qui est au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire n'importe quel corps, parce que je ne connais pas beaucoup de corps qui sont au zéro absolu, peut-être qu'il y en a, mais je sais pas, je demanderai confirmation à mes amis physiciens. Dès que vous avez un corps qui est porté à une certaine température, ce corps commence à rayonner. Il rayonne en fonction de sa température dans différentes gammes de fréquences et dans différentes parties du spectre, mais surtout, il rayonne avec une intensité qui est proportionnelle à la puissance 4 de la température du corps en question. Et vous le voyez apparaître dans l'article de Stefan, l'exposant 4, qui se trouve ici, où il fait en fait le rapport entre deux corps, un à 373 Kelvin et l'autre à 273 Kelvin. Le rapport ici fait quelque chose comme 1,5, mais en fait vous mettez 1,5 à la puissance 4, ça fait un nombre qui est beaucoup plus grand. Donc cette dépendance fait que dès qu'un corps prend de la température, il va rayonner, donc il va perdre de la chaleur à un rythme beaucoup plus rapide que si ça augmentait linéairement, ce qui est un mécanisme en fait de contrôle pour les corps pour éviter que leur température s'emballe complètement. Après coup, avec le développement de la théorie de la physique quantique et notamment des travaux de Planck, on a pu redémontrer cette formule, notamment à partir de la loi de Planck. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la loi de Planck, mais ça vous donne la distribution de la puissance qui est rayonnée par un corps en fonction de la longueur d'onde pour une température donnée. Et donc pour la Terre, qui est à 13 degrés Celsius en moyenne, vous voyez que la Terre rayonne sur un tas de longueurs d'onde différentes, principalement dans le domaine de l'infrarouge. Le domaine du visible, il est situé en dessous de 1 micromètre, il est plutôt ici. Et donc la Terre rayonne à un tas de fréquences avec un pic aux alentours de 10-11 micromètres. Si on intègre cette courbe et qu'on calcule la puissance totale, on a donc quelque chose qui est proportionnel à la 4e puissance de la température. On y reviendra juste après. Alors, on avance un petit peu et on arrive avec notre ami suédois Svante Arrhenius, qui est aussi un nom que vous avez peut-être déjà entendu, qui est peut-être la personne qui est le plus citée pour la découverte quantifiée de l'effet de serre. Arrhenius écrit un article pionnier qui s'appelle « Sur l'influence de l'acide carbonique ». L'acide carbonique, c'est l'ancien nom du dioxyde de carbone, sur les températures juste au-dessus du sol. Et Arrhenius, il va s'inspirer des travaux d'un astronome anglais qui s'appelle Langley.
Langley, il a regardé le rayonnement infrarouge émis par la Lune en se disant, tiens, je vais prendre le problème à l'envers, plutôt d'essayer de comprendre ce qui vient du Soleil ou de ce qui repart de la Terre. Si je m'intéressais à la Lune, qui, comme je sais qu'elle a une température, émet de l'infrarouge, et si j'essayais de voir quelles sont les variations dans l'infrarouge perçues au niveau de la surface du sol en fonction de la latitude, en fonction de l'altitude et en fonction des conditions d'humidité de l'air à un endroit donné. Donc il a un peu retourné le problème, il a fait des tas de mesures sur Terre, et c'est Arrhenius qui a compilé ces mesures et qui a fait établi une théorie à partir de tout ça, où il a déterminé pour la première fois une estimation quantifiée de la dépendance de la température du sol à la concentration atmosphérique en CO2. Alors je suis allé reprendre les données d'Arrhenius que j'ai tabulées ici dans un graphe pour vous montrer trois choses. La première chose, c'est que Arrhenius avait déjà identifié, la première chose, que la température augmente lorsque les concentrations en dioxyde de carbone augmentent. Ça, c'est une relation assez triviale. Mais c'était déjà démontré par l'expérience de foot notamment, donc il y avait moins de nouveautés de ce côté-là. Par contre, deuxième chose importante, ce que montre Arrhenius, c'est que lorsque les concentrations en dioxyde de carbone augmentent de façon géométrique, donc de produit en produit, les températures, elles, augmentent de façon arithmétique, en ajoutant chaque fois des températures. Donc il démontre une relation non linéaire entre les teneurs en CO2 et l'augmentation de température. Deuxième résultat marquant, il démontre que les augmentations de température seront davantage marquées dans les régions extratropicales et en particulier les régions polaires, 70 degrés nord ici, 40 degrés sud en dehors des tropiques, par rapport aux régions plutôt équatoriale. Donc il suggère une amplification des températures pour une même différence de concentration en dioxyde de carbone. Dernière chose, Arrhenius est le premier à faire une estimation de ce qu'on appelle la sensibilité climatique. La sensibilité climatique, c'est l'augmentation de température en réponse à un doublement des concentrations en dioxyde de carbone. Et il estime que cette sensibilité climatique doit tourner autour de 4 à 6 degrés. Pour l'air, en général, pour l'air terrestre. Il n'était pas si loin. Il n'était pas si loin parce que d'une part, sa formule logarithmique, c'est encore celle qui est utilisée aujourd'hui pour quantifier ce qu'on appelle le forçage radiatif de la Terre en réponse aux différences de dioxyde de carbone. On estime aujourd'hui que le forçage radiatif qui est relié via les paramètres de feedback à la température dépend directement du logarithme du rapport des concentrations de dioxyde de carbone. Deuxième chose, la sensibilité climatique aujourd'hui, la fourchette dans laquelle on estime qu'elle se trouve, c'est typiquement entre 3 et 6-7 degrés. Donc il avait quand même déjà tout bon en 1896, si je me souviens bien. Alors, 2 ans plus tard, il y a des gens qui s'intéressent aux travaux d'Arrhenius et on a un certain Knut Ångström qui n'est personne d'autre que le fils de Anders Ångström. Et Anders Ångström, c'est lui qui a donné le nom à l'unité de mesure, 10 exposant moins 10 mètres, que vous utilisez peut-être parfois si vous faites de la physique. Knut Ångström, donc le fils de celui qui a donné l'unité de mesure, veut vérifier la théorie d'Arrhenius et il construit en laboratoire des petits tubes dans lesquels il va aller emprisonner du dioxyde de carbone, je peux pas revenir en arrière, ça c'est marrant, tiens. Voilà. Il va emprisonner du dioxyde de carbone dans 2 tubes et il fait passer des rayonnements infrarouges, il vérifie ce qu'il a à la sortie et il arrive à une conclusion assez stupéfiante, c'est que s'il charge un tout petit peu plus son tube en dioxyde de carbone, ça ne va rien changer par rapport à ce qu'il va récupérer en sortie en termes de rayonnement infrarouge. Autrement dit, Ångström a identifié un effet de saturation du CO2 qui fait qu'à partir d'un certain moment, vous pouvez rajouter tant de dioxyde de carbone que vous voulez, ça ne va rien changer par rapport à ce que vous allez piéger à l'intérieur de votre tube et ça ne va donc rien changer non plus à ce que vous allez récupérer en sortie. Et cet argument, en fait, a été
utilisé à ce moment-là pour mettre en doute la théorie d'Arrhenius en disant mais ce que vous racontez par rapport à l'accumulation et au danger de l'augmentation du dioxyde de carbone n'a pas de sens parce que l'atmosphère actuellement est déjà saturée en dioxyde de carbone. On peut en rajouter plus, il n'y a pas plus de rayonnement qui va être piégé. En fait, si on reprend la courbe de l'irradiance spectrale que j'ai présentée tout à l'heure et qu'on regarde comment fonctionne le dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone il opère dans ce qu'on appelle des bandes d'absorption bien spécifiques. Une bande à 4 micromètres qui nous intéresse assez peu parce que la puissance rayonnée est assez faible à cet endroit-là, mais surtout une bande aux alentours de 15 micromètres. Et l'argument de Ångström, c'est de dire, vous voyez, cette bande à 15 micromètres, elle est déjà quasiment saturée, le CO2 absorbe déjà quasiment tout, et ce n'est pas en rajoutant davantage de CO2 que vous allez capter davantage de rayonnement infrarouge puisque l'essentiel est déjà capté à ce moment-là. Et ça fait que pendant une trentaine d'années, on a mis au placard la théorie d'Arrhenius et qu'on a pensé que si le climat variait, c'était sans doute à cause d'autres facteurs, notamment peut-être les facteurs orbitaux. Les facteurs orbitaux, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne les variations de la Terre, la variation des caractéristiques de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et il y a une personne qui a développé ça de façon en long et en large qui s'appelle Milutin Milankovitch. Milankovitch, en 1920, élabore une théorie mathématique des caractéristiques orbitales de la Terre où il suggère que au cours de son passé, la Terre a eu des excentricités différentes, c'est-à-dire des formes d'orbite par rapport au Soleil qui ont changé, a eu une obliquité différente, c'est-à-dire une inclinaison différente par rapport au plan de l'écliptique dans lequel elle fait sa révolution, et une précession qui est une variation de son axe ici par rapport à l'axe de référence de l'obliquité. Il montre que ces propriétés varient avec une certaine fréquence et il suggère que c'est là qu'il faut aller chercher l'origine des variations climatiques qu'on a observées par le passé. Et c'est à ce moment que la théorie glaciaire, dont je parlais au tout début, commence à refaire surface. Alors 30 ans ont passé et, comme je vous l'avais dit, la théorie d'Arrhenius était quelque part un peu enterré, mais il y a un Américain qui s'appelle Hulburt qui est toujours pas convaincu et qui va être sans doute le premier à apporter une deuxième compréhension à l'effet de serre. La théorie que j'ai montrée jusqu'à présent, avec la théorie de Fourier, avec du rayonnement qui est piégé par une atmosphère traitée en monobloc, qui est en fait la théorie de l'effet de serre telle qu'on l'apprend à l'école. En fait, c'est une théorie qui a ses limites et qui n'est pas exacte. Et ce que va montrer Hulburt, c'est qu'il faut aller chercher l'explication un peu ailleurs et que davantage de CO2 peut en effet causer des augmentations de température. Et je voudrais faire cette démonstration avec vous. Enfin, c'est pas une démonstration, mais c'est une explication parce que je pense que cet effet de serre-là que je vais vous expliquer, celui qu'on ne vous raconte peut-être pas et qui est un peu plus compliqué à comprendre, est en fait une meilleure représentation de ce qui se passe en réalité. Vous avez ici un satellite, et le satellite se situe au sommet de l'atmosphère, il regarde vers le bas, il regarde aussi vers le haut, et il est capable de mesurer sur les ailes qu'il a déployées, il est capable de mesurer la quantité d'énergie qui parvient du Soleil, mais aussi la quantité d'énergie qui parvient du sol. On va pour la suite supposer qu'on travaille sur une longueur d'onde bien particulière, qui est 15 micromètres, donc l'endroit où on a le pic d'absorption pour le CO2. Et vous savez, vous l'avez sans doute déjà entendu, que quand on a du rayonnement qui vient taper sur des molécules de CO2 que vous voyez représentées ici, ces molécules absorbent le rayonnement, commencent à vibrer, et ce rayonnement est quelque part interrompu dans sa progression par ces molécules de CO2. En fait, il se trouve que la distance sur laquelle ce rayonnement infrarouge est stoppé est très courte. On parle d'une vingtaine de mètres. Ça veut dire que le rayonnement qui est émis par la surface de la Terre, après 20 mètres, il est déjà absorbé intégralement par le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air. En d'autres mots, le satellite qu'on voit ici en haut, lui ne voit jamais du rayonnement infrarouge qui est émis depuis la surface, puisqu'après 20 mètres, tout est déjà absorbé. Par contre,
en absorbant ce rayonnement infrarouge, les molécules de CO2 vont commencer à vibrer, vont commencer à s'exciter, la température va augmenter, et cette couche, voyant sa température augmenter, va elle-même émettre vers la couche du dessus. Et ainsi de proche en proche, on va avoir transmission de ce rayonnement infrarouge, mais au-dessus, on aura toujours l'impression qu'on ne voit rien du tout de ce qui se passe en bas, parce que simplement les couches sont dites opaques par rapport au rayonnement infrarouge. On dit qu'elles sont opaques ou qu'elles sont aveugles. Et puis vient un moment où il n'y a plus assez de molécules de dioxyde de carbone, et le rayonnement infrarouge émis par la dernière couche peut s'échapper et rejoindre le sommet de l'atmosphère. Et c'est ce rayonnement-là que voit le satellite. Cette altitude à laquelle on suppose que les molécules de dioxyde de carbone n'absorbent plus rien, c'est ce qu'on appelle l'altitude d'émission. En réalité, l'altitude d'émission, elle est compliquée à calculer parce qu'elle dépend de la longueur d'onde, elle dépend de plein d'autres paramètres. Mais il faut imaginer ici une atmosphère en deux blocs, avec une atmosphère opaque et au-dessus une atmosphère qui est complètement transparente au rayonnement infrarouge. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on rajoute du dioxyde de carbone ? Ça ne va rien changer dans les basses couches de l'atmosphère, puisque de toute façon, c'est déjà saturé. Donc, en fait, on va juste raccourcir la distance sur laquelle ce rayonnement va être absorbé. Par contre, les rayonnements infrarouges vont trouver, maintenant, dans la zone qui était transparente, vont trouver des nouvelles molécules de dioxyde de carbone, parce que tout ça est bien brassé, et vont venir, à leur tour, cogner contre ces molécules de dioxyde de carbone, et, de facto, vont venir élever l'altitude d'émission, vont venir en fait épaissir la couche opaque. Dernier argument ou dernière étape dans le raisonnement, c'est de comprendre que, vous savez, si vous partez à la montagne, que la température décroît avec l'altitude, avec des valeurs qui tournent entre 5 et 10 degrés par kilomètre en fonction de l'humidité, en fonction surtout de l'humidité. Et donc, si vous allez plus haut pour émettre le dernier endroit où vous émettez pour arriver au sommet de la couche, forcément, vous émettez à une température qui est plus basse que la température d'origine. Mais comme il faut qu'on ait toujours un équilibre ici entre ce qui rentre par le soleil et ce qui sort par l'infrarouge, il faut nécessairement que cette température ici augmente pour pouvoir venir équilibrer les flux provenant du rayonnement solaire. Et comme ce gradient, cette pente ici doit être conservée, parce que ça c'est une loi fondamentale de la dynamique, la thermodynamique des fluides, cette température doit augmenter sur l'ensemble de la colonne, et c'est ça qui va causer le réchauffement dans les basses couches de l'atmosphère. Voilà, une explication un peu plus rigoureuse de l'effet de serre, qui est peut-être pas plus simple, mais qui a le mérite d'être plus correcte. Et encore, c'est pas la bonne explication. Il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent, qui font des thèses entières sur l'effet de serre et qui développent des modèles ultra complexes. Mais vous devez savoir que le modèle de la serre, donc d'une atmosphère monobloc qui émet des rayonnements, en fait, est un modèle un peu trop simplifié. Quelle heure est-il ? 25, ok, merci. Et on a commencé à quelle heure ? Moins 10, ok. Je vais un peu accélérer alors. Alors, la personne après que je vais vous présenter, c'est Guy Calendar, qui lui a pour ambition de vouloir faire un peu justement revivre cette théorie du CO2 sur les changements climatiques. Alors, il va aller collecter des données dans le monde entier de température. Il va être le premier en fait à faire une estimation de l'évolution des températures dans le temps. Et il va faire deux prévisions que j'ai voulu vérifier avec les données d'aujourd'hui. Il fait en 1938 une première prévision comme quoi on aurait déjà émis 150 gigatonnes de dioxyde de carbone dans l'air au cours du dernier siècle. Et il fait une autre prévision que c'est celle que l'augmentation de température mesurée a augmenté de 0,005 degrés par an durant le dernier siècle. Alors, je suis allé voir les données. Je me suis placé en 1938 pour voir où il était. Donc, j'ai repris ces données ici, dans cette banque de données que vous connaissez peut-être. J'ai fait la somme des contributions en 1938 et il se trouve que la somme à ce moment-là était de 157 gigatonnes de CO2 contre sa prévision de 150 gigatonnes de CO2, ce qui était quand même un bon boulot pour l'époque.
Autre chose, je suis allé vérifier ses prévisions sur les températures. Donc j'ai repris les courbes de température mesurées depuis les stations météo dans le monde entier. Et sur la période qu'il analyse dans son papier, il parlait de 0,005 degrés par an, on était à 0,004 degrés par an. Donc déjà à l'époque, il avait vu assez juste. Et Calendar est sans doute le premier à avoir fait ce qu'on appelle de la détection et attribution de signaux climatiques, puisqu'il a non seulement tracé les courbes d'évolution de la température, mais vous voyez ici en pointillé, il a décomposé cette courbe en une partie liée aux émissions de CO2 et en une partie du coup liée aux facteurs non CO2, c'est-à-dire facteurs naturels, facteurs volcaniques, facteurs liés au soleil. Donc c'est le premier qui a en fait cet exercice de comparer les différents facteurs qui causent l'augmentation de température. Arrive la guerre en 40-45 et la guerre, si elle a une chose qui est bien, c'est qu'elle a poussé le développement de l'informatique, notamment sous l'impulsion de Alan Turing. Et l'après-guerre va être marquée par une explosion en fait de l'informatique et l'immersion de l'informatique dans les sciences du climat. Alors là, je vais revenir un tout petit peu en arrière avec une vision qui était la vision de l'anglais Lewis Richardson. En fait, en 1922, on connaissait déjà très bien les équations qui gouvernent la météo et a fortiori aussi les équations qui gouvernent l'évolution du climat. Et on n'avait juste pas les outils, on n'avait pas les ordinateurs pour faire ces calculs. Et ce qu'avait imaginé un certain Richardson, c'était de mettre dans une salle, une immense sphère en fait, de mettre des tas de volontaires qui seraient arrangés par balcon, et il y aurait un balcon pour chacune des cases qui aurait servi à découper le monde entier. Et donc il aurait demandé à ces personnes de résoudre localement les équations de la physique, les équations de conservation, de la masse, de la quantité de mouvement. Une fois qu'ils avaient leurs résultats, de les donner à leurs voisins, parce que c'est comme ça que ça marche en réalité. Il faut qu'on transporte l'énergie, qu'on transporte l'information, qu'ils les passent à leurs voisins de gauche, leurs voisins de droite, leurs voisins du dessus, leurs voisins du dessous. Et ils pensaient, à cette époque-là, qu'on pourrait, ainsi de proche en proche, avec de la bonne volonté et avec du temps de calcul humain, qu'on pourrait enfin résoudre les équations de la dynamique des fluides. Ça n'a jamais été essayé, hein. Alors, en 50, il y a la première tentative justement d'intégrer numériquement ces équations de la dynamique des fluides. Là, pour la petite histoire, et je fais un tout petit peu de cours depuis pour les cours qu'on donne ici, sachez que dans le cours de dynamique de l'atmosphère et de l'océan, on intègre en fait cette équation que ce monsieur Jules Charney a intégrée en 1950. Ce qui tourne sur un ordinateur ici qui tient quasiment dans un sac à dos, ça représentait à l'époque des ordinateurs qui faisaient un quart de la salle ici et qui faisaient énormément de bruit et qui fonctionnaient une fois sur deux. Donc il faut s'imaginer que il y a peut-être plus de mérite à Charney qu'à nous d'arriver à reproduire ces équations, mais vous voyez qu'avec des équations toutes simples, on peut déjà reproduire des phénomènes d'ondes, ici des ondes barotropes dans l'atmosphère, et c'est ça qu'on s'amuse à faire dans le cours de dynamique de l'atmosphère. Alors, la première personne à développer un modèle atmosphérique, c'est Norman Phillips. Je ne me rappelle plus quelle nationalité il est, mais il découpe sa Terre en un domaine de 16 x 17, ce qui n'est pas grand. Donc, pour vous donner un peu une idée, la Terre qui est représentée par Phillips, elle ressemblerait plutôt à ça, vous voyez, 16, plutôt du genre de 16 pixels par 17. Et il va résoudre donc les équations de la dynamique des fluides pour arriver à un résultat que j'ai essayé de comprendre et un peu de critiquer. Vous avez ici la dimension qui est la latitude, où vous partez de l'équateur vers le pôle. Donc l'équateur n'est pas au milieu, hein. L'équateur est bien ici. Il a un domaine qui suppose être un domaine symétrique. Ici, il a son temps d'intégration de son modèle et il représente ici la vitesse du vent simulée à une hauteur de 250 hectopascales, ce qui correspond grosso modo à 11 km. Et il y a des choses intéressantes qui émergent dans ce modèle-là. C'est que il a, au niveau des moyennes latitudes, le développement de vents d'ouest, comme ceux qu'on observe actuellement. Il a, au niveau de l'équateur, des vents d'est qui sont des alizés,
qu'on observe également. Et il a aussi le développement de jets assez puissants, notamment ici à 80 mètres par seconde. Il a aussi des trucs qui me semblaient un peu plus louches, notamment des vents de sens contraire qui pourraient être éventuellement des instabilités baroclines, mais ça m'étonne un petit peu. Mais il avait dans les grands traits quand même déjà de bonnes choses acquises à ce moment-là. Alors vient en 1963 une déflagration dans le monde plutôt de la météo, mais ça aura des impacts sur le climat, avec 4 chercheurs dont vous connaissez sûrement le dernier qui s'appelle Edward Lorenz. Lorenz, c'est celui qu'on qualifie souvent de père de la théorie de l'effet papillon. Donc en fait, ces 4 chercheurs ont chacun à leur manière montré que la dynamique de l'atmosphère est régie par des lois qui sont déterministes, mais qui sont extrêmement sensibles aux conditions initiales, ce qui a donné naissance au fameux attracteur de Lorentz que souvent les gens prennent pour étant le papillon de l'effet papillon, mais ça c'est une autre histoire. Et qu'est-ce qui se passe ? On réalise que lorsqu'on essaie de reproduire une courbe, par exemple, qui pourrait être la pression à un endroit, si on repart exactement des mêmes conditions initiales, on produit exactement le même résultat. Mais si on part un tout petit peu en dessous ou un tout petit peu au-dessus de la bonne condition initiale, eh bien, on voit qu'après un certain temps, on perd complètement la prévisibilité du signal vert et qu'on arrive dans un état qui est complètement décorrélé de la prévision initiale. Et donc ça permet de quantifier pour la première fois une barrière de prévisibilité à environ 10-15 jours en fonction des situations synoptiques. Alors, en 77, on a sans doute la personne qui a fait le plus pour la climatologie qui débarque, même si c'est subjectif, mais je pense qu'objectivement, Syukuro Manabe a fait énormément. Il a reçu d'ailleurs le prix Nobel de physique pour son travail il y a 2 ans. Et ce qu'a fait Syukuro Manabe, il a fait plein de choses. Il a d'abord développé en 64 le premier modèle tridimensionnel de l'atmosphère dans lequel il a essayé d'étudier la température moyenne et la distribution de la température sur Terre. En 77, il écrit un article dans lequel il va s'intéresser au profil de température dans l'atmosphère, dans la troposphère ici, dans les premières couches, mais aussi dans la stratosphère. Et ce qu'il va montrer, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Il va montrer quelque chose qu'on savait plus ou moins, c'est que quand les concentrations en dioxyde de carbone augmentent, donc la ligne pleine, on a une température qui augmente tout au long du profil vertical jusqu'au sommet de la troposphère, jusqu'à environ 200 hectopascales. Ça, on s'y attendait. Mais ce qui montre surtout, et c'est son deuxième point ici, c'est que au plus vous rajoutez du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, au plus vous allez refroidir la stratosphère, donc la couche au-dessus de la troposphère. Je dois souligner qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune mesure. Donc il a fait une prévision comme ça qu'il a lâchée dans son article. Il n'a pas pu la vérifier. Mais il se trouve qu'on a maintenant assez de données pour vérifier en effet que la température dans la stratosphère a fortement diminué depuis le début des années 80 en moins. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est compatible avec un réchauffement global ? Ça, on parle de réchauffement global. Pourquoi est-ce que la température de la troposphère diminue ? Ben oui, en fait, c'est parfaitement compatible. Alors les raisons ne sont pas hyper simples à expliquer, mais vous devez vous imaginer que la stratosphère, donc cette couche au-dessus de la troposphère, elle a une température qui est dictée principalement par l'équilibre entre, d'une part, l'énergie qui lui est apportée principalement par décomposition des molécules d'ozone, par les ultraviolets qui viennent casser les molécules d'ozone et qui dégagent de la chaleur. Et cet apport de chaleur dans une couche est équilibré par de la perte par rayonnement, comme on a vu par Stefan Boltzmann. Si maintenant vous venez ajouter du CO2 jusque dans la stratosphère, ces molécules de CO2 vont absorber le rayonnement infrarouge qui provient d'en dessous et vont commencer à elles-mêmes émettre du rayonnement. Ça veut dire que la température de la couche doit un tout petit peu baisser pour pouvoir équilibrer le rayonnement, l'énergie qui est apportée par le fractionnement de l'ozone par l'ultraviolet. Donc en fait, le CO2 vient quelque part aider la petite couche stratosphérique à se refroidir et donc il faut
avoir une température un tout petit peu en dessous pour avoir moins de rayonnement, pour équilibrer les apports par le rayonnement UV. Donc ça, c'est, je trouve, une prévision qui est fantastique parce qu'elle a été faite avant d'avoir les données et il s'avère qu'elle est entièrement correcte. Il y a un autre facteur qui explique la diminution de température de la stratosphère, c'est le fait que l'ozone a lui-même diminué en concentration, notamment après l'utilisation de CFC dans notre industrie. Manabe n'avait pas pris en compte le fait que l'ozone allait diminuer, seulement le fait que le CO2 allait diminuer, mais la diminution ici est attribuée à l'augmentation du CO2 et à la diminution de l'ozone. Il a fait d'autres choses, Manabe. Il a notamment fait la première carte de prévision des changements de température si on venait à doubler les concentrations en dioxyde de carbone, avec 3 caractéristiques principales. D'abord, une augmentation globale de la température planétaire. Deuxièmement, si vous reconnaissez les continents ici, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, une augmentation plus rapide sur les continents que sur les océans, du simple fait que l'inertie thermique sur les continents est plus faible. Et dernièrement, il a prévu une augmentation très marquée au niveau des pôles, ce qui doit vous rappeler la prédiction d'Arrhenius quasiment 100 ans plus tôt. Et de nouveau, il a fait cette prévision avec son collègue Stouffer, cette fois en 89, sans avoir aucune idée de à quoi ça allait ressembler. Et avec le recul, on peut maintenant vérifier si cette prévision était correcte. Avec une petite précaution, c'est qu'on n'est actuellement pas à 2 fois CO2, on est actuellement à 1,5 fois CO2 par rapport aux valeurs pré-industrielles. Mais dans les grands traits, vous voyez que Manabe et Stouffer avaient déjà tout compris. Ils avaient le réchauffement global, ils avaient le réchauffement plus rapide sur les continents que sur les océans, et ils avaient le réchauffement amplifié en Arctique. Alors, un petit mot sur un collègue, André Berger, que vous connaissez peut-être. André Berger, qui vous voyez ici en bas, a poursuivi les travaux de Milankovitch sur la théorie astronomique des paléoclimats et donc a permis de développer une formulation numérique, basée sur des sorties numériques plus simples, qui a fait découvrir d'autres modes de variabilité orbitaux que Milankovitch avait raté. Et en juste la même année ou l'année d'après, il y a eu la preuve que la théorie de Milankovitch avait du sens parce que en regardant des carottes de sédiments marins, Hayes, Imbrie et Shackleton ont montré que ces cycles que Milankovitch avait hypothétisés de précession, d'excentricité, d'obliquité se retrouvaient exactement dans les enregistrements des carottes dans les sédiments marins, ce qui apportait donc un certain support à cette théorie. Alors, hop, on est en 76. On va aller assez rapidement sur la première courbe publiée d'évolution du CO2 mesurée au sommet du Mauna Loa à Hawaï par Charles Keeling, où on montre pour la première fois la vitesse à laquelle changent les dioxydes de carbone, aussi le fait qu'il y a une saisonnalité dans le dioxyde de carbone, avec plus durant l'hiver et le printemps boréaux que durant l'hiver et le printemps austral, je ne sais pas comment on dit. En 1977, il y a une prévision assez iconoclaste qui est réalisée par ExxonMobil, figurez-vous. Donc ExxonMobil, ce grand groupe pétrolier, en fait, était très à cheval sur les enjeux climatiques parce qu'ils se demandaient ce qu'allait faire leur production d'énergie fossile sur l'environnement. Donc ils voulaient savoir s'ils pouvaient continuer à exploiter du pétrole, étant donné le possible fait qu'il y avait des effets collatéraux sur le dioxyde de carbone. Et donc en 1977, ils publient un article. Non, ils ne publient pas. Ils font un rapport interne qui est bien discuté dans cet article-là, dans lequel on montre qu'ils avaient d'ailleurs une très bonne connaissance de l'effet de serre, où ils comprenaient très bien ce qui se passait. Et c'est à partir des années 80, où sous pression interne et sous pression politique, ils ont commencé à essayer de cacher la vérité, ce qui a mené à toutes les campagnes de désinformation qu'on a connues par la suite. Alors en 79, on a un rapport qu'on appelle le rapport Charney, du fameux Charney qu'on a vu dans les années 50, qui dit on a maintenant la preuve irréfutable que l'atmosphère est en train de changer et qu'on contribue nous-mêmes
à ces changements. Je n'ai pas mentionné le rapport Meadows qui avait lieu 8 ans plus tôt, mais qui est aussi un rapport parce qu'il n'est pas spécialement climatique, mais qui parle des limites de la croissance dans un monde fini. Et on arrive tout doucement à la fin avec d'abord les glaciologues qui finalement se raccrochent au train climatique, si je puis dire. Jean Jouzel, un paléoclimatologue français, participe avec d'autres équipes au premier carottage en Antarctique, où ils parviennent à reconstituer l'évolution ici d'un isotope du deutérium sur un cycle complet glaciaire-interglaciaire. Et en fait, ce que apprennent ces carottes, c'est que la température que vous voyez ici en haut, qu'on peut reconstituer à partir des isotopes de l'oxygène notamment, et les concentrations en dioxyde de carbone qu'on peut récupérer d'après les petites bulles qui sont emprisonnées dans ces mêmes carottes de glace, ces deux sont extrêmement liés, covarient avec une fluctuation qui est très nette. Attention, causalité association ne veut pas toujours dire causalité, mais dans ce cas-ci, on a évidemment d'autres éléments et notamment des mécanismes physiques, qui viennent sous-tendre l'hypothèse que ce lien doit exister. Alors en 1990 commencent les premiers rapports du GIEC, 1992 pour être plus précis, il y en aura 6 par la suite, rapports d'ailleurs dans lesquels Jean-Pascal Vannier-Purcell a été, autre collègue de Lucie Louvain, a été fort impliqué. Alors, en 1998, ça je voulais très rapidement, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que ça concerne ma propre recherche. Il y a une découverte qui est faite selon laquelle, en gros, on peut traiter le problème du climat et de la météo comme un seul, c'est-à-dire qu'on n'a plus 2 disciplines distinctes, météo et climat, mais on peut traiter le problème de façon continue. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est peut-être un tout petit peu technique et on court après le temps. Mais je termine avec ce que mentionnait Marthe au tout début. Michael Mann, en 1998. Alors ici, vous voyez Michael Mann, c'est pas en 1998, ça pour le coup, c'est en 2022. Quand il reçoit son doctorat honoris causa de Lucie Louvain par le recteur qui paraît fort grand par rapport aux deux qui se trouvent là. Donc il y a Michael Mann à gauche et moi-même ici derrière. J'ai eu la chance d'être le parrain de Michael Mann. Michael Mann, il a publié une courbe qui est la fameuse courbe en forme de crosse de hockey dont Marthe parlait dans la fable dont je parlais, qui montre l'évolution des températures reconstruite à partir de proxy données, c'est-à-dire de cernes dans les arbres, de coraux, de spéléothèmes, de carottes de glace. Et ce que montre Michael Mann en 1998, c'est que la température actuelle, au cours du XXe siècle, augmente à un rythme qui est sans précédent depuis, à ce moment-là, au moins 400 ans. Il a étendu après sa période d'analyse pour montrer que c'était sans précédent depuis 600 ans. Puis il y a d'autres études qui ont montré que c'était depuis au moins 5000 ans, si je me rappelle bien. Donc voilà, cette étude a vraiment été le fondement de beaucoup d'autres. Je vais m'arrêter ici. Je vais quand même terminer par les jumeaux digitaux, mais je vais m'arrêter de parler de personnes parce qu'à l'aube des années 2000, la climatologie a commencé réellement à partir dans tous les sens, et c'est une bonne chose. On a commencé à regarder tout ce qui concerne les points de bascule du système climatique, tout ce qui concerne les impacts des changements climatiques, tout ce qui concerne les méthodes d'atténuation, notamment la géo-ingénierie solaire. On a commencé à s'intéresser au cycle du carbone, au cycle du méthane, à l'océanographie aussi comme facteur de prévisibilité climatique. Donc la liste commence à être un peu longue. Et l'autre chose, c'est que la climatologie est de moins en moins personnifiée et de plus en plus le résultat de travaux d'équipe. Donc ça avait beaucoup moins de sens de mettre des personnes en avant, je pense. Mais donc je voudrais terminer par cette histoire de jumeaux digitaux, où rappelez-vous l'image que j'avais montrée de Norman Phillips avec sa Terre discrétisée en 16 x 17. L'objectif actuel de la Commission européenne et d'autres programmes de recherche, notamment aux États-Unis, c'est de développer ce qu'on appelle des jumeaux digitaux, des répliques digitales de la Terre, dans laquelle on fait un saut quantique en termes de résolution spatiale. Aujourd'hui, les modèles climatiques tournent à des résolutions spatiales de typiquement 25-30 km en moyenne. Donc les températures, on les suppose constantes dans chaque pixel de 30 km de côté. Et on réalise que ces modèles climatiques qui ont évolué de façon assez incrémentale depuis 30 ans, ils ont une valeur ajoutée chaque fois par rapport au précédent, mais il n'y a pas non plus de saut
quantitatifs ou qualitatifs dans leur performance. Ça s'améliore lentement, mais peut-être pas assez vite pour répondre aux besoins. Et la Commission européenne a mis sur pied depuis quelques années maintenant un programme complètement novateur qui est couplé à une digitalisation de la science, dans laquelle l'objectif est d'aller à l'échelle de 1 voire 2 kilomètres de résolution spatiale pour résoudre de façon couplée les équations qui gouvernent l'évolution du climat. Et je vais vous passer 2 petites vidéos qui montrent des simulations déjà réalisées à des résolutions un peu inférieures, où vous voyez ici l'évolution dans le temps de la circulation océanique. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des tourbillons. Les tourbillons sont des systèmes de quelques dizaines, voire centaines de kilomètres qui sont en fait des petits tourbillons qui transportent à la fois de la chaleur, mais aussi de la quantité de mouvement entre les latitudes et qui sont des facteurs clés pour représenter les échanges de chaleur à l'échelle globale. Et actuellement, on ne sait pas résoudre avec les modèles, on va dire, classiques, ces tourbillons. Ça vous montre aussi toute la richesse en termes de spectre, en termes de variabilité, en termes de fréquence, de tous les processus océaniques qui peuvent exister. Et que en fait, le monde est très, très compliqué à modéliser, mais qu'on y arrive petit à petit. Et l'objectif, notamment, c'est d'arriver à se poser la question quand on voit ça, mais est-ce que je regarde la réalité ou est-ce que je regarde un modèle? Et il y a peut-être peu de gens qui mettraient leurs mains à couper et qui regardent la réalité en voyant ça. En fait, il s'agit évidemment d'un modèle. Un autre exemple que je voulais passer, c'est sur l'Europe. Toujours ce modèle à haute résolution où on peut représenter maintenant des processus très locaux. Et vous voyez ici la température de l'air qui est représentée en couleur rouge pour les températures élevées, bleu pour les températures plus basses. On voit un cycle comme un battement d'un cœur. En fait, c'est le cycle diurne, c'est l'alternance jour-nuit qui fait que la température augmente et descend très rapidement. On a des ondes, des instabilités qu'on appelle des instabilités baroclines qui viennent nous frapper et qui apportent leur lot de précipitations, etc. On voit qu'on a des courants de recirculation, on voit qu'on a de la dynamique de très petite échelle liée fortement à la topographie, aux Alpes notamment. Et c'est avec ce genre d'outils-là que on espère en fait taper sur plusieurs clous à la fois, c'est-à-dire faire de meilleures prévisions, aussi définir de façon stratégique, par exemple, l'implantation optimale d'éoliennes dans le futur, parce qu'avec ce genre de résolution, on peut s'imaginer des scénarios où on va taper des éoliennes virtuelles à différents endroits et on regarde quelle est la production énergétique associée à la vitesse du vent à cet endroit-là. Donc il y a moyen de commencer à faire plein de scénarios qui répondent à des questions extrêmement pratiques. Voilà, en résumé, je pense que j'ai essayé de vous montrer que cette science du climat qu'on qualifie souvent d'une science très, très jeune ou pas encore bien testée, pas encore bien éprouvée, en fait, elle a quelques heures de vol derrière elle, au moins 200 ans, elle a été en fait, on est actuellement à une période de convergence entre 3 courants, c'est-à-dire le courant de l'observation, que ce soit l'observation par des carottes de glace, l'observation satellitaire, l'observation de terrain, d'une part. Deuxièmement, la théorie, les avancées physiques, notamment dans le concept de rayonnement et de dynamique des fluides. Et enfin, l'expérimentation et notamment la modélisation. Et que ces trois lignes sont en train de se rejoindre pour former maintenant une théorie climatique qui est de plus en plus robuste. J'ai mentionné le fait que les découvertes sont de moins en moins individuelles et de plus en plus collectives, et ça, je pense qu'il faut s'en réjouir. Il y a toujours de grandes questions en suspens, notamment le fait des projections régionales. On a beaucoup de mal aujourd'hui à faire des projections au niveau régional, au niveau de la Belgique, par exemple, à 10 ans, parce qu'on sait qu'au niveau de la Belgique, c'est pas spécialement les grandes tendances, l'effet de serre à grande échelle qui va influencer ce qui se passe en Belgique, mais qu'on pourrait très bien avoir dans les 10 ans qui arrivent, 10 étés qui sont pourris ou qui sont même un petit peu froids, parce qu'on a de la variabilité naturelle qui s'exprime de façon très prononcée à cette échelle-là. Et la dernière grande question en suspens, je pense que c'est celle de, comme je l'ai dit, de la place des femmes dans les sciences du climat. Je vois qu'il y en a quelques-unes, plus que dans mon exposé. Et donc je voudrais vraiment encourager toutes les femmes, mais aussi en fait tous les étudiants qui sont motivés à s'intéresser à ces questions fabuleuses. Et avec ça, je vais vous remercier pour votre attention. Je vais vous laisser le lien de la présentation si ça vous intéresse. Et je suis maintenant prêt à prendre vos questions s'il y en a. Merci.
Oui. Si j'ai bien compris l'effet de serre, c'est que quand plus CO2, les CO2 montent plus haut et que donc la température pour compenser les rayons solaires, enfin, le moment où ça va s'échapper, c'est là qu'il faut une certaine température pour contrer les rayons solaires. Et donc vu qu'il fait plus chaud au plus haut descend, c'est pour ça que ça se réchauffe. Le début était bien. Donc en fait, l'idée c'est que il faut savoir qu'au sommet de l'atmosphère, on doit toujours avoir un équilibre entre le rayonnement entrant et le rayonnement sortant, hein, du point de vue du sommet de l'atmosphère. Maintenant, ce qui compte pour le sommet de l'atmosphère, ce que voit le sommet de l'atmosphère en termes de rayonnement, c'est le rayonnement qui est émis par le sommet de la couche que j'ai appelée la couche aveugle à l'altitude d'émission. Mais si on charge l'atmosphère en CO2, on élève cette altitude d'émission et donc on diminue la température à laquelle ce rayonnement vu par le sommet de l'atmosphère est émis. Et donc il y a moins de rayonnement qui passe. Et donc là, la Terre doit augmenter sa propre température pour revenir à l'équilibre. Et comme le gradient doit être conservé verticalement, c'est pas seulement au sommet que ça doit augmenter partout. Voilà. Moi, j'avais une question. J'avais cru comprendre, enfin, quand on lit la littérature de vulgarisation, que la question de la causalité, il y a quand même peu de temps qu'on peut l'affirmer avec certitude. Alors qu'en t'écoutant, on disait, bon, bien sûr, il y avait des faisceaux d'indices depuis bien longtemps, mais ces histoires de causalité, vraiment entre émissions de CO2 et réchauffement, est-elle vraiment aussi récente qu'on ne le dit ? La question de la causalité, dans l'absolu, on peut jamais la trancher. On pourrait toujours se dire on n'a pas eu de chance. Maintenant, il faut vraiment voir en termes de faisceaux de preuves. Je pense qu'à partir du moment où on a commencé à utiliser des modèles numériques, ça a quand même fortement changé la donne. Parce que dans un modèle numérique, même si ça reste une approximation de la réalité, on peut jouer avec des interrupteurs et on peut dire on va faire 4 simulations. Une où on met tous les facteurs qu'on pense être responsables de l'augmentation de température. Et puis une où on va désactiver un facteur à la fois. Et il y a eu des tests comme ça dans les années fin des années 90, dans les premiers rapports du GIEC, où tour à tour on a désactivé le facteur CO2, et puis le facteur solaire, et puis le facteur volcanique, et puis le facteur lié au changement d'affectation du sol et encore les aérosols. Et on a vu que la seule manière d'expliquer l'augmentation de température, c'était d'activer le facteur CO2. Donc c'est vrai que rétrospectivement, on peut se dire on savait depuis 1824 ou depuis 1896. Je dirais peut-être pas jusque-là parce que à ce moment-là, en même temps, et quand il a commencé à avoir aussi les premiers enregistrements glaciaires un peu plus tard, il y avait des décalages dans le temps où parfois c'est le CO2 qui suivait les augmentations de température, mais en fait plutôt à des réponses au changement de solubilité de l'océan. Enfin, c'est un peu compliqué, mais voilà, il n'y avait pas encore assez de convergence de preuves, à mon avis, dans les années 50, mais à partir des années 70, 80, quand on a eu en plus la preuve par les modèles climatiques, je crois que c'est venu mettre un dernier pieu au cercueil des autres hypothèses, quoi. Voilà. Oui, pour revenir à la citation d'Étienne Klein au début, je me demandais, est-ce que vous pensez que pour sensibiliser davantage de gens sur la véracité du consensus actuel sur le changement climatique, mettre plus d'épistémologie dans l'éducation, c'est une priorité ou en fait ça va pas être si efficace que ça, ou parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de sensibilisation à comment les connaissances sont construites. Mais voilà, est-ce que ça changerait la donne ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais je pense que oui, parce que je pense qu'on est fondamentalement inculte scientifiquement et tous. Et moi aussi, je suis inculte scientifiquement sur des tas de domaines qui ne concernent pas la climatologie, donc j'ai aucun problème à le dire. Et que si on avait une culture scientifique plus saine et plus fournie, qu'on nous apprend à l'école depuis longtemps, en fait, on se poserait même plus ces questions de remettre en cause ou de céder à des arguments qui sont parfois un peu faciles et qui nous distraient par rapport à ce que la science dit vraiment.
Et quand on est équipé avec une certaine culture scientifique solide, on est plus à même, à mon avis, de réfuter des arguments bidons qui sont développés par ailleurs. Donc je pense que le fait de connaître la manière dont les savoirs se sont constitués, c'est évidemment avoir de la culture pour ça, mais c'est aussi se blinder en termes de raisonnement et d'esprit critique par rapport à des arguments qui peuvent essayer de nous détourner par la suite. Merci pour la présentation. C'est une question un peu hors du contexte et peut-être naïve, mais je me demandais si on avait la connaissance de peut-être phénomènes à rétroaction négative qui permettraient de descendre la température globale de la Terre à partir d'une certaine augmentation du CO2. Ah, il y en a un qui est évident, c'est le feedback qu'on appelle le feedback de Planck. C'est le fameux feedback lié à la loi de Stefan Boltzmann, qui dit que si votre température augmente, il y a plus de rayonnement qui est émis, donc ça ramène la température vers le bas. Heureusement que celui-là est là, parce que sinon on ne serait pas là pour en parler, tout simplement. Donc ça, c'est le feedback le plus élémentaire. Il y a des feedbacks négatifs, notamment liés aux nuages. Les nuages, c'est un peu compliqué, parce que il y a grosso modo deux types de nuages. Il y a les nuages bas et les nuages hauts. Les nuages bas, ils ont un effet... Donc les nuages, dans tous les cas, ont chaque fois un effet d'albédo. Ils réfléchissent une partie de l'énergie qui rentre. Et ils ont un effet aussi de rayonnement, puisque eux-mêmes sont chargés de vapeur d'eau et d'eau sous forme liquide. Et donc, les nuages qui se trouvent assez bas, en général, on estime qu'ils ont un forçage radiatif négatif. Et que donc, s'il y en a plus, ça va contribuer à plutôt refroidir notre climat. Par contre, les nuages qui sont hauts, vous imaginez la réponse, c'est plutôt un forçage positif et donc un feedback positif associé. Et l'effet de compétition entre les deux n'est pas clair. Actuellement, le feedback sur les nuages est un feedback qui est incertain. Mais donc, on est sûr qu'il y a un feedback négatif associé aux nuages bas. Bonsoir à tous. Merci pour cette conférence. J'ai juste une question qui porte sur la convergence entre météo et climat. Là où la météo va par exemple nous enseigner le temps qu'il va faire demain et va nous renseigner sur la façon dans laquelle il peut naviguer, le climat va nous renseigner sur le temps qu'il va faire demain et la façon dans laquelle je peux construire ma maison ou designer une ville par exemple. D'où vous pensez que vont venir les innovations qui vont permettre de joindre les modèles qui prévoient le temps qu'il fera demain et le temps qu'il fera dans 100 ans? Ben c'est déjà le cas en fait, et c'est là que j'ai passé rapidement sur mon explication. En fait, les modèles aujourd'hui qu'on utilise pour, par exemple, le modèle européen pour les projections climatiques, il est basé sur le même modèle atmosphérique et océanique et de banquise que le modèle qui sert à faire des prévisions météo. Alors, les mêmes, ce ne sont pas les mêmes paramétrisations qui sont activées, les résolutions ne sont pas les mêmes, mais les formulations sont les mêmes. Et en fait, ce qu'a fait Choukla, donc j'ai dû sacrifier sa magnifique découverte, parce que ça a été le premier à faire la synthèse justement de la météo et du climat. Et en fait, ce qu'il fait, j'y arrive, voilà. Donc Choukla, il essaye de reproduire un événement qui s'est passé en 82-83. En 82-83, il y a un gros événement El Niño. Et un événement El Niño, il est caractérisé par des anomalies de précipitation que vous voyez ici en rouge sur la partie est du bassin Pacifique. Et il a un modèle atmosphérique qui peut forcer par la base par des températures de surface de l'océan. Et il montre d'abord qu'il parvient à reproduire l'anomalie avec son modèle atmosphérique. Ensuite, il fait une expérience dans laquelle, pardon, ça ce sont les observations, ça c'est son expérience, et il fait une expérience dans laquelle il fait démarrer son modèle atmosphérique de mauvaises conditions initiales. Donc il prend les conditions initiales d'une année en fait qui aurait dû être une année plutôt sèche ici et plutôt pluvieuse là, donc une année complètement opposée. Mais par contre il va forcer son modèle atmosphérique avec les bonnes conditions par en dessous de la surface de l'océan, celle de 82-83, et il montre que à une échelle saisonnière, il est capable de faire des prévisions correctes de la précipitation, même si son état initial de l'atmosphère était complètement dans les choux. Et ça démontre qu'on peut avoir une autre source de prévisibilité que la connaissance de la condition initiale,
qui vient en fait des facteurs, des modes de variabilité plus lents du climat, l'océan notamment, la banquise, la stratosphère, et que l'atmosphère, même si elle est imprévisible au-delà de 10 jours, on peut toujours en prévoir les statistiques au-delà de 10 jours, et c'est ce que démontre cette expérience-là. Donc c'est un peu le premier qui a montré qu'on pouvait, après les travaux de Lorenz et des 4 personnes que j'ai montrées qui avaient dit il y a une barrière, après 10 jours vous ne pourrez rien prédire. Il est le premier à démontrer un concept de preuve en disant, vous voyez, je peux faire des prévisions qui s'avèrent correctes, même si je n'ai pas les conditions initiales. Ah, voilà. Est-ce que l'effet de serre fonctionne aussi à l'envers, c'est-à-dire est-ce que les rayonnements sont aussi renvoyés à l'extérieur de l'atmosphère avant même d'entrer dedans? Est-ce qu'ils sont envoyés depuis le dessus? Tu veux dire les rayonnements solaires? Oui. Le rayonnement solaire, donc quand il arrive, il y a environ un tiers, enfin 30%, qui est directement renvoyé vers l'espace, soit parce que les aérosols dans l'atmosphère vont le renvoyer, soit parce que les nuages vont le renvoyer, soit parce que le sol ou le fait qu'il y a des couvertures très blanches vont le renvoyer. Donc ça, c'est l'énergie qui transite très brièvement par le système climatique parce qu'en une fraction de seconde, elle est déjà repartie. Donc avec l'augmentation des gaz à effet de serre, on a aussi une augmentation une diminution de rayons lumineux qui atteignent le sol. Non, parce que les gaz à effet de serre ne jouent que sur les infrarouges et que les infrarouges ne sont pas du tout de même nature que les rayonnements solaires qui, eux, sont à beaucoup plus haute fréquence. Merci. Bonsoir, merci pour votre exposé très intéressant. Je me demandais un peu, suite à une de vos dernières remarques dans la présentation, quelle était, et c'est un peu une question un peu provocatrice, mais est-ce que ça avait encore du sens de complexifier les modèles, étant donné que, comme vous le disiez, au plus on complexifie, au moins on va rajouter de la connaissance. Et si au final on n'avait pas déjà suffisamment de connaissances à l'heure actuelle pour mettre de l'énergie dans la recherche et dans la science vers autre chose que simplement, entre guillemets, s'amuser en tant que physicien, chercheur, scientifique à complexifier des modèles, mais pour pas spécialement améliorer la situation. Moi, c'est une question très pertinente et je me la pose quasiment tous les jours. Non, il y a quand même une bonne raison de complexifier les modèles. Alors, il faut faire attention quand on utilise le mot complexifier, ça veut vouloir dire plein de choses. Hein. Ça peut vouloir dire mettre plus de physique, donc rajouter des processus qui n'étaient pas présents dans le modèle d'avant. Ça peut vouloir aussi dire augmenter la résolution, comme je l'ai montré ici. Ça peut vouloir dire coupler l'atmosphère et l'océan à davantage de composantes, comme les calottes de glace. Donc je ne sais pas très bien dans quel sens est la question. Mais il y a des fois où, en complexifiant le modèle, en fait, on obtient un modèle qui est plus réaliste. Par exemple, cet exemple-là, dans les modèles actuels, tous les transports par les tourbillons, ils sont paramétrés. Ça veut dire que, comme on ne sait pas représenter explicitement ces tourbillons, on représente les flux de chaleur, notamment horizontaux, au niveau de l'océan, par des approximations empiriques qu'on construit sur base de formules qui, en fait, sont des formules quadratiques, parfois même linéaires, extra simples, et qui impliquent des paramètres qu'on doit après aller calibrer, et qui sont des paramètres qui n'ont quasiment pas de sens physique. En allant vers plus de complexité, on arrive à se débarrasser de cette paramétrisation et donc à aller vers quelque chose qui ressemble plus au monde réel. Voilà, ça c'était... c'est ça qui m'inspire votre question. Est-ce que j'ai répondu à votre... Donc la question était, est-ce qu'on peut faire autre chose que de la recherche fondamentale, c'est ça aussi ? Oui, c'est ça, c'est à quel... Vu que toutes ces méthodologies, tous ces modèles qui sont établis, ils demandent des efforts en termes de réflexion humaine, de ressources humaines, et également en termes de ressources techniques et technologiques. Est-ce qu'au vu de tout ce qu'on connaît déjà grâce au modèle actuel, et aux défis environnementaux qui sont à venir et qui sont déjà présents, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de mettre toute cette énergie et toutes ces ressources dans
type de recherche que cela. Ok, j'ai compris. Oui et non. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, notamment en termes d'impact sur les changements climatiques. Et je vais donner un exemple très simple. Les inondations qu'on a eues il y a 1 an n'étaient pas quelque chose qui était... Alors, on ne peut pas dire que ce n'était pas imprévisible, mais personne n'avait préfiguré que ça allait se passer de cette manière-là, avec cette vitesse-là, dans ces circonstances-là. Et ce genre de modèles à ultra haute résolution permettent de déjà deviner les surprises qui pourraient arriver demain et qu'on n'a même pas encore anticipé parce que ce n'est pas dans l'air, quoi. Et donc je pense que pour ça, ça a au moins une valeur ajoutée, c'est que quand on arrive à ces résolutions-là, on peut mieux anticiper les worst case scenarios qu'on n'aurait jamais pu détecter avec des modèles beaucoup plus simples. On peut en discuter après. C'est Vincent. Je voulais faire pas d'effort. Je voulais faire un commentaire sur la dernière intervention parce que c'est légitime de se poser la question, mais il faut faire vraiment attention de ne pas mélanger les différents niveaux d'action qu'on peut avoir. À la fin du XXe siècle, je crois que c'est Lord Kelvin qui disait qu'avec l'aboutissement des théories physiques sur l'électromagnétisme et le parachèvement des équations de la physique de l'époque, il ne fallait plus faire la physique, ça ne servait plus à rien. Il fallait faire la biologie ou des choses qu'on ne comprenait pas encore bien. C'est un peu trompé. Heureusement, on a continué et il y a eu l'avènement de la mécanique quantique et de la relativité. Donc je pense qu'il faut faire attention. Ce qui est vrai, c'est que dans le domaine de la climatologie, on connaît les équations et c'est complexe. C'est vrai dans tous les domaines de la physique par ailleurs, que ce soit la physique des particules, la physique de l'espace, de la cosmologie ou de la physique des ondes gravitationnelles. On connaît les équations et on a du mal à les résoudre. On a la révolution numérique, très bien. Que cela ne nous empêche pas de comprendre les fondements de la théorie et de voir d'où cela vient, parce que c'est comme ça qu'on va surmonter les difficultés de prévisibilité, finalement, de prédiction, et peut-être d'arriver à des nouveaux paradigmes de pensée et de nouvelles théories qui permettront des sauts. Et ça, c'est l'espoir que nous avons tous dans notre discipline. C'est plus difficile. Et c'est vrai qu'il faut sortir des sentiers battus, et c'est de plus en plus difficile pour d'autres raisons. Mais laisser les chercheurs faire ce qu'ils savent faire, et c'est un phénomène de cette université qui le disait de Dur, laissez les chercher, laissez-les s'amuser, il y en a tellement peu, surtout ne les dérangez pas à d'autres activités. Par contre, pour revenir par rapport à ce qu'il faudrait faire et trouver de la connaissance pour améliorer la situation, nous savons très bien ce qu'il faut faire. C'est ne pas croire que ça viendra d'une révolution technologique, il faut agir tout à chacun dans notre quotidien. Ça, c'est la meilleure des solutions. Mais la question était légitime. Ça sert à grand chose. Et je me demandais, on parle de complexité du modèle justement, et une manière de complexifier, c'est d'ajouter de la résolution. Maintenant, à côté de ça, on pourrait dire aussi qu'il y a des processus qu'on n'a pas encore intégrés, qu'ils soient biologiques, chimiques, physiques, dans ce type de modèle. Et je me demandais, est-ce que dans ce digital twin, finalement, est-ce qu'il y a des mains, on identifie déjà les grands enjeux, des choses qu'on aimerait bien implémenter dedans? On parle parfois de la fonte du permafrost, du méthane qui va être libéré, etc. Est-ce qu'il y a d'autres grands processus qui vont être implémentés à l'avenir? Mais dans un premier temps, non. Dans le premier temps, ça va être faire un statu quo en termes de physique par rapport à ce qui existe, simplement, entre guillemets, augmenter la résolution. Et là, le plus grand défi, le plus grand goulot, c'est le temps de calcul associé à ça. Et dans un deuxième temps, le but sera, parce qu'en parallèle de ces efforts-là, il y a pas mal de gens qui travaillent sur des modèles qui ont la même résolution que ceux d'aujourd'hui, mais qui tournent avec davantage, par exemple, de cycle du carbone ou de cycle du méthane, les interactions végétation-climat, et qui, à mon avis, ne sont pas des efforts du tout à jeter à la poubelle, parce que ça va indiquer la route pour après rebrancher ça dans les modèles plus complexes. Mais donc actuellement, tout ça se fait en parallèle, soit en ayant la résolution mais pas la physique, pour un peu caricaturer, ou alors en ayant la meilleure physique mais pas la résolution. On ne peut pas encore se permettre de faire les deux parce que faire une nouvelle paramétrisation, ça prend du temps de calcul aussi, et donc ça quelque part, voilà, on travaille à enveloppe fermée, quoi. On va terminer, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps.
Je me demandais s'il y avait un moyen de retirer le CO2 de l'atmosphère. Parce qu'on sait qu'on doit diminuer nos émissions de CO2 dans l'atmosphère, mais si on veut revenir à un niveau avant qu'on ait foutu la merde, je me demandais s'il y avait un moyen de le retirer. Est-ce qu'il y a des prédictions, des modèles sur ça ? Il y a un moyen naturel, ça s'appelle un arbre. Mais attention aux gens qui vous vendent les arbres comme la solution magique, parce que c'est pas si simple que ça. Un arbre planté aux moyennes latitudes ou à l'équateur n'a pas la même efficacité pour capter du CO2. Les arbres ont par ailleurs un effet albédo, c'est-à-dire qu'ils sont plus sombres que parfois leur environnement, et donc ils vont parfois avoir l'effet contraire. La durée de vie d'un arbre va compter aussi. À partir du moment où le plante, il va arriver à pleine maturité à un moment, ça dépend de l'espèce, mais 20-25 ans, où là il va commencer à capter un maximum de CO2. Donc souvent on présente les arbres comme un emprunt sur l'avenir, en se disant on va planter des arbres, mais pendant ce temps-là on continue à y émettre un maximum parce qu'on pense qu'on va déjà compenser, mais ça marche pas comme ça. Il y a des moyens technologiques de capture de CO2 qui se développent petit à petit, mais qui actuellement sont extrêmement coûteux, et pas coûteux en argent, ils sont coûteux énergétiquement. C'est-à-dire que pour aller capter 1 kg de CO2, il faut parfois produire 1 kg de CO2. Donc voilà, en fonction des personnes à qui vous parlez, on va dire mais non, il y a un rendement qui est bien meilleur que ça. Il y a des articles qui sortent, et en effet il y a des technologies qui se développent, mais actuellement à l'échelle planétaire, il n'y a pas encore de solution miracle. Et quand on n'a pas de solution miracle dans ce sens-là, l'autre solution c'est d'en émettre moins. Je crois qu'on va arrêter ici. Voilà. Ça me fend le cœur d'arrêter des discussions, mais on pourra aller continuer autour d'un verre. Alors juste avant de conclure, j'aimerais remercier quelques personnes. Alors tout d'abord, merci François d'avoir accepté de faire une conférence pour nous. Donc c'était une conférence qu'on voulait faire depuis longtemps, déjà avant le Covid. Donc on a enfin pu la réaliser, on est très heureux. Donc merci beaucoup. Merci Marthe pour le super mot avant la conférence, c'était super chouette. On remercie aussi l'école de physique qui nous a offert son soutien pour permettre de filmer et capter le son de la conférence, donc on va pouvoir repartager par après. On remercie la Société belge de physique qui soutient les Young Minds de manière générale, donc qui soutient nos activités. Et je ne sais pas si j'ai encore d'autres personnes à remercier. Non, on me dit que non. Mais donc merci à tous d'être là. Et oui, j'ai quand même encore une personne déjà remercier. C'est la MDS donc, qui s'occupe de tenir le bar juste après. Et d'ailleurs, en sortant, on va vous offrir à tous un ticket bière que vous pourrez utiliser au bar pour avoir une bière gratuite. Et puis il y aura un soft et puis vous pourrez continuer à rester autour de quelques chips et de poursuivre les discussions qui, je suis sûr, seront très intéressantes. Donc voilà, merci à tous d'être venus.